Toutes ces personnes ont réfléchi sur ce qu'ils sont allés faire à Porto-Novo. Je n'ai pas vu un seul parmi eux qui soit venu pour nous dire, nous expliquer sur le plan philosophique, sur le plan de la philosophie politique, quelle est la nécessité, qu'est-ce qu'ils recherchent, pourquoi est-ce que c'est en ce moment précis que vers la fin de son mandat, on décide de s'enfermer pour renverser complètement la table, recommencer à... Vous avez vu combien d'articles ils ont révisés dans la Constitution? Et moi de lui dire, je regarde mes propres parents viennent de faire au Bénin. Et se lever et renoncer à tous leurs droits, à toutes leurs libertés, y compris s'exprimer seulement pour s'opposer à la gestion de leur propre gouvernement, alors qu'ils manquent de tout, les choses les plus élémentaires. Nous sommes au 21e siècle, au 21e siècle en 2025. Et ils sont contents, comme dit le comédien Dieudonné à Paris, ils parlent des Noirs, il dit, ils sont gentils, ils sont contents, ils chantent, ils dansent, ils sont heureux. Monsieur Jossou, je vais vous étonner. Euh, c'est une catastrophe, comme j'ai dit, c'est la Nakba sur les Béninois, sur notre destin, sur notre peuple. Mais je suis content, je me réjouis. Et pourquoi je me réjouis? Je me réjouis parce que il ne faut pas toujours voir dans une catastrophe, il ne faut pas voir que le mal. Il faut voir si ça ne veut pas servir de, de détonateur pour une prise de conscience réelle et qui réveille finalement le peuple, ce peuple béninois, qui est en fait la vraie victime de, de ce système de gestion, cette mafia. C'est une mafia en fait. Parce que regardez comment ils ont prétendu avoir voté pour le, la révision constitutionnelle. Coupure d'électricité 3 fois en quelques minutes. Et à vouloir nous empêcher de respirer, c'est comme Patrice Talon a choisi de lancer un défi au peuple béninois tout entier. Mais quand vous choisissez de défier toute une population, c'est comme si vous lancez un défi à Dieu. Et je pense que ce défi sera relevé. C'est en cela que je suis content. Patrice Talon doit regarder, je ne sais pas s'il prend le temps de lire. Il faut qu'il prenne l'exemple sur ce qui s'est passé dans des sociétés avant lui. Nous avons vu, comment on appelle, Adolf Hitler. Adolf Hitler avait un programme 2000 ans pour dominer le monde, contrôler le monde à travers la race aryenne. Entre ceux-là qui peuvent rester dehors et raconter ça, qui n'a rien de cohérent, et lui, qui même avant d'être assis aujourd'hui pour prétendre être président du Bénin, a recruté des cabinets à travers le monde pour empêcher l'investissement, le financement de l'État béninois sous le président Yahi Boni. Lui qui a recruté des cabinets d'avocats, des cabinets de lobbying aux États-Unis ici. Lui qui a tenté d'empoisonner l'ancien président. Lui qui a fait tout ça là. Qui a travaillé le plus contre son propre pays? Vous connaissez quelqu'un qui a fait plus que lui? Lui, sous son règne, on peut retrouver quelques kilogrammes de cocaïne dans des conteneurs de façon mystérieuse, miraculeuse. Quelle est l'image qu'il renvoie à l'extérieur? Pourquoi des investisseurs viendront dans un pays pour venir subir cela? Bonjour, chers amis internautes.
Ce samedi 15 novembre, les Béninois se sont réveillés avec une nouvelle constitution. Une révision qui comporte de grands changements comme la durée du mandat, la création du Sénat et d'autres changements très, très importants. Au-delà de cette révision, c'est les conditions de sa tenue à l'Assemblée nationale qui suscitent beaucoup d'interrogations au Bénin. Pour en parler, nous avons avec nous l'homme d'affaires et acteur politique, Monsieur Martin Rodriguez. Bonjour, Monsieur Rodriguez, et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Jossou, Jules, de Merci beaucoup. m'inviter à chaque fois. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver en face de vous encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, cette révision, cette actualité de révision de la Constitution. Pour introduire cette interview, selon vous, quelle est l'opportunité de cette initiative? Monsieur Jossou, je crois que nous sommes ici dans une situation, pour un peu dire, pour certains, c'est, on pourrait déclarer ce jour-là de cette fameuse révision constitutionnelle, si on peut l'appeler ainsi, parce que ça n'est pas une. Je vais en revenir, je vais revenir sur ce point tantôt. On peut appeler ça la Nakba. Vous savez ce que c'est que la Nakba? Non, pas vraiment. La Nakba, c'est ce que les Palestiniens ont appelé en 1948 la grande catastrophe. Euh, Ce qui s'est passé, c'est encore quelle est la date exactement? Hein. C'est le vendredi, là, c'était quelle date? Le vendredi, c'était le 14. C'est dans la nuit du 14 au 15. La nuit de 14 au 15, c'est un jour que nous pouvons déclarer comme étant la Nakbar des Béninois. C'est la catastrophe. C'est ce jour-là qu'on peut dire que la nuit est tombée sur eux. Euh, la nuit est tombée sur leur destin. C'est ceux qui se sont réunis pour faire ça ont vendu leur descendance. Ils ont vendu leur descendance sur plusieurs générations. Et je ne sais pas combien on leur a payé. Euh, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est leur motivation. Il s'est passé un événement cette semaine aux États-Unis. Vous connaissez le milliardaire Elon Musk. Oui, oui, bien sûr, oui. Son père a fait, le père d'Elon Musk. Elon Musk est d'origine sud-africaine. Nous connaissons les Blancs sud-africains par rapport à la pratique de l'apartheid. Et nous savons que les Africains sont révoltés par rapport à cette catastrophe, ce malheur qui a frappé nos parents sud-africains pendant des décennies. Et, mais ça a permis à l'Afrique du Sud d'être au niveau où elle se trouve en ce moment. Et, et puis, euh, depuis que la sortie de Nelson Mandela et puis la prise du pouvoir par les Africains, et les avis sont partagés sur le niveau d'évolution de la société sud-africaine et le ralentissement de son élan de développement euh, depuis la soi-disant indépendance des Noirs sud-africains. Et vous allez constater même que pendant que les Blancs sud-africains continuent de pratiquer une sorte de ségrégation, mais beaucoup plus euh, subtile, puisqu'ils continuent de maîtriser toute l'économie du pays. Ils ont fait un semblant de liberté qu'on a donné aux Africains sur la gestion politique à cause de la loi de la majorité. Et il y a encore aujourd'hui des territoires en Afrique du Sud
qui sont interdits aux Noirs. Il n'y a que des Blancs qui y habitent. Et vous serez étonné de constater cela au XXIe siècle, après plusieurs décennies de liberté. Pourquoi je rappelle tout ça là et ramener ça à ce qui se passe avec, avec nous au Bénin? C'est ce qui s'est passé donc cette nuit du 14 au 15 au Bénin, c'est que des, des, des adultes, des pères de famille se sont réunis à qui on a donné la corde nouée déjà pour dire allez-y vous pendre. Ils ont accepté l'argent pour aller se pendre. Comment on peut aller s'enfermer et voter une loi, soi-disant révision constitutionnelle, pour en réalité renoncer à toutes ces libertés? C'est de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est-à-dire que nous, les Noirs, nous sommes capables de tout vendre juste pour le ventre. Et quand nous avons vendu tout ce que nous possédons autour de nous, nous sommes prêts à vendre notre propre vie, notre propre liberté, et qu'il ne nous reste plus rien. C'est comme ça que je décris la situation de ce qui s'est passé le 14 novembre dernier. Parce que le père d'Elon Musk, je vous rappelais, disait cette semaine que si les Américains ne font pas attention, les Blancs américains risquent de devenir bientôt minoritaires dans la société américaine et que ce serait la fin des États-Unis d'Amérique. J'étais révolté par rapport à ça. J'en parlais à, à une amie qui travaille aux Nations Unies dans la journée aujourd'hui et à elle de répondre pour dire, mais qu'est-ce qui te répugne par rapport à ça? Regarde ce que tes propres frères noirs font en Afrique du Sud. Et, et moi de lui dire, je regarde ce que mes propres parents viennent de faire au Bénin. Et se lever et renoncer à tous leurs droits, à toutes leurs libertés, y compris s'exprimer seulement pour s'opposer à la gestion de leur propre gouvernement, alors qu'ils manquent de tout, les choses les plus élémentaires. Nous sommes au 21e siècle, au 21e siècle en 2025, et ils sont contents, comme dit le comédien Dieudonné à Paris, ils parlent des Noirs, il dit, ils sont gentils, ils sont contents, ils chantent, ils dansent, ils sont heureux. Parce ils sont heureux d'avoir vendu leur propre liberté. Confiez votre vie à un monsieur qui n'a pas hésité à vous expliquer au lendemain de son élection que tout ce que lui fait dans sa vie, il pense d'abord à lui. Il vient de le prouver que la chose qui compte pour Patrice Talon, c'est lui, Patrice Talon. Et plus rien ne compte pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, nous sommes dans une situation où le Bénin est devenu sa propriété. Il possède la, toute la production, la capacité de production du Bénin, c'est sa chose. On peut revenir sur ce point. Mais quand vous analysez très bien, euh, encore une fois, je ne suis pas en train de vouloir le dédouaner, mais je ne veux pas mettre toute la faute sur lui. Parce qu'il y a une question, il faut poser une question. Et c'est une question fondamentale. Est-ce qu'un seul individu est capable de défier à lui tout seul
tout un peuple. Monsieur Jossou, est-ce qu'un individu qui plus n'est même pas un militaire, c'est pas un policier, il se promène pas avec un gourdin, pas avec un couteau en plastique, et il réussit à mettre tout un peuple à genoux, à le défier. Si vous ne l'aviez pas vu, vous auriez pu me dire que ce n'est pas possible. C'est possible avec quelques complices qui peuvent lui transférer en fait individuellement et collectivement leurs droits, renoncer à tout juste pour quelques plats, quelques morceaux de viande ou quelques bols de riz, comme on disait des Asiatiques à l'époque. Ils renoncent à tout et une fois qu'ils seront touchés individuellement, ils viendront pleurnicher. Qu'est-ce qui a donné cette capacité à Patrice Talon? N'oubliez jamais ça. Il a d'abord pris possession de toute la force économique du Bénin. De quelle façon? À coup de décret, à coup d'arrêtés signés par les hommes politiques, à la conférence nationale depuis 1990 jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que lui-même prenne le contrôle du pays. Ils lui ont transféré ce qui nous appartient, l'agriculture, euh, les subventions, le monopole dans tous les secteurs. Et à partir du moment où il détient le, il contrôle toute notre économie, il utilise ça désormais pour tenir l'estomac des uns et des autres. Et comme je me plais à dire, contrairement à ce que beaucoup ignorent, vous savez qu'il y a au moins 10% de notre système nerveux qui se trouve dans notre estomac. Donc, tout n'est pas dans le cerveau, où certaines personnes réfléchissent par le ventre. Parce que vous êtes, vous êtes choqué, et vous êtes étonné. J'ai vu des gens pleurer au téléphone. J'en ai entendu qui me disent ah, je ne peux plus dormir. J'ai pris des cachets pour dormir, je n'arrive pas à dormir. Et c'est grave ce qui se passe. Certains ont dit que c'est triste. Monsieur Jossou, je vais vous étonner. Euh, c'est une catastrophe, comme j'ai dit, c'est la Nakba sur les Béninois, sur notre destin, sur notre peuple. Mais je suis content, je me réjouis. Et pourquoi je me réjouis? Je me réjouis parce que il ne faut pas toujours voir dans une catastrophe, il ne faut pas voir que le mal. Il faut voir si ça ne veut pas servir de, de détonateur pour une prise de conscience réelle et qui réveille finalement le peuple, ce peuple béninois, qui est en fait la vraie victime de, de ce système de gestion, cette mafia. C'est une mafia en fait. Parce que regardez comment ils ont prétendu avoir voté pour le, la révision constitutionnelle. Coupure d'électricité 3 fois en quelques minutes pour voler les urnes. Je vous ai dit la dernière fois que je continue de croire que parmi les députés qui sont au sein des démocrates, il y en a qui sont là en embuscade. Parce que vous, est-ce que vous vous rendez compte que juste après le vote, il y a un député qui a démissionné? Vous êtes au courant, non? Oui, on a appris un député de Bani Kwara. Vous savez qui- pourquoi il a démissionné? Non, non, pas vraiment.
Mais il est revenu Vous sur ça. savez que certains ont commencé à dire oui, qu'on va recommencer le vote. Oui. Si on recommençait le vote aujourd'hui, celui qui a démissionné va s'ajouter au groupe de Patrice Talon pour vraiment obtenir euh, de votes positifs pour le changement constitutionnel qu'il faut. Ça veut dire qu'il existe encore beaucoup de vers dans le fruit. Il y en a qui sont en attente juste pour pouvoir prendre le contrôle du parti Les Démocrates. Vous allez voir que bientôt la prochaine bagarre, c'est qui va prendre la dépouille du parti Les Démocrates pour continuer euh, le sale boulot qui est entamé. C'est ce qui va se passer. Mais tout ça, c'est de la vanité. C'est pas, ça, ça me fait ni chaud ni froid euh, pour la réalité. Parce que je dis que c'est comme on discutait tantôt. Vous savez, quand vous enfermez votre chat dans un enclos, dans une maison, puis vous vous mettez à la battre, vous voulez la battre, vous ne lui laissez aucune issue, vous risquez de le voir se dresser par la gorge s'il faut. Parce que c'est un félin. C'est comme ça le peuple. Patrice Talon a choisi d'étouffer le peuple. Il a choisi d'empêcher le peuple de respirer. Vous vous rappelez de George Floyd aux États-Unis qui a été tué par un policier. Avant de mourir, il criait, je n'arrive plus à respirer. Laissez-moi respirer. Ousmane Sonko disait, euh, euh, au moment où il se battait pour prendre le pouvoir au Sénégal, demandait, enlevez votre genou du cou des Africains pour leur permettre de respirer. À vouloir nous empêcher de respirer, c'est comme Patrice Talon a choisi de lancer un défi au peuple béninois tout entier. Mais quand vous choisissez de défier toute une population, c'est comme si vous lancez un défi à Dieu. Et je pense que ce défi sera relevé. C'est en cela que je suis content. Patrice Talon doit regarder, je ne sais pas s'il prend le temps de lire. Il faut qu'il prenne l'exemple sur ce qui s'est passé dans des sociétés avant lui. Nous avons vu, comment on appelle, Adolf Hitler. Adolf Hitler avait un programme 2000 ans pour dominer le monde, contrôler le monde à travers la race aryenne. Il a pris le pouvoir en 1933, après avoir brûlé le Parlement, provoqué des émeutes qu'il a attribuées à ses adversaires politiques. Il a pris le pouvoir basé sur le mensonge, comme ça se passe en ce moment. Il y a un narratif qui n'a rien à voir avec la réalité. On utilise ça pour prendre le pouvoir. On prétend que bon, on le fait au nom du peuple et que c'est le peuple qui a délégué à ces personnes qui se sont enfermées et qui disent qu'ils ont eu le mandat du peuple, comme l'a dit au XVIe siècle Étienne de la Boétie, qui a parlé de la démocratie, qui est une forme d'aliénation en fait, où l'individu vient et puis renonce à son, à son droit, à ses droits, globalement. Il délègue ça à des, à des personnes soi-disant entre griffes. Et c'est ce pouvoir dont ils ont bénéficié pour mettre les chaînes, euh, enchaîner ces populations qui justement leur ont donné le pouvoir. C'est cette forme-là. Mais
c'est pas une invention. C'est pas une invention parce que quand vous regardez dans l'histoire, il y a eu il y a eu des moments de l'histoire de notre humanité. L'homme naît à l'état nature. L'homme naît à l'état nature. À l'état nature, l'homme naît libre. Il naît libre, mais dans la société, il est enchaîné à l'état civique à travers le système d'organisation de, de la société. Mais il y a eu, quand vous lisez, vous lisez le, les philosophes politiques, il y a eu beaucoup d'occasions où des hommes qui ont marqué l'histoire de notre humanité euh, à travers des théories, des souverains aussi, certains souverains, parce que vous allez au XIIIe siècle, à l'époque de l'Empire Mading, il y a déjà eu des, des déclarations sur mettant l'accent sur les droits de l'homme. Ce n'est pas, on n'a pas attendu les Occidentaux pour le faire. Même les Africains l'ont fait. Euh, avant, avant. Mais il y a aussi eu, avant ces Africains, il y a eu déjà à l'époque de rois, par exemple, comme le roi Cyrus. Vous savez que, par exemple, quand on parle du roi Cyrus avec le cylindre de Cyrus, c'est la première fois où on a inscrit les droits aux humains. Donc, à leur époque, se sont souciés de donner des droits à des individus. Ce n'est pas un petit dictateur du genre Patrice Talon qui va renoncer, qui va nous empêcher d'avoir nos droits. Parce que ce qui s'est passé le 14 au 15, c'est qu'on nous demande de renoncer à tout. On a quelqu'un vient au pouvoir pour un mandat de 4 ans, 5 ans, un mandat de 5 ans, il dit je ferai un seul mandat. Il est en train de finir un deuxième mandat. Maintenant, on crée une nouvelle constitution. Plus rien ne m'étonne et rien ne va plus m'étonner. Euh, mais seulement, je continue de dire à, à ceux qui ont pris le pays en otage que ils vont, ils seront étonnés. Ils seront étonnés par ce qui va arriver. Nous nous n'allons jamais renoncer à nous battre. Si tout le monde disparaît, refuse de combattre et qu'il ne reste qu'un seul soldat, ce sera moi. S'il ne reste que deux, j'en ferai partie. S'il y en a trois, je suis dedans. Jamais je ne vais me battre. Je ne vais renoncer au combat. Ok. Vous avez commencé à en parler tantôt des conditions de ce vote-là à l'Assemblée au petit matin de ce samedi 15 novembre. Les députés, on a eu plusieurs déclarations des députés LD qui soupçonnent la mouvance présidentielle d'avoir manipulé le vote. Est-ce que ça c'est plausible selon vous? On a parlé de coupure de courant. Est-ce que c'est plausible dans les Je conditions? vais répondre en vous retournant la question autrement. Depuis 2016 que vous avez vu Patrice Talon sur la scène politique, parce que beaucoup ont l'excuse de dire qu'ils ne le connaissaient pas. Je leur donne crédit de ça. Depuis 2016, vous avez déjà vu organiser un seul vote qui soit transparent? Ça n'existe pas, M. Josso. C'est le contraire qui m'étonnerait. Le contraire allait m'étonner complètement. Vous voyez? C'est le contraire de... Parce que quel est ce spectacle que nous offrons d'abord à nos enfants? Nos enfants. Et tout ça, c'est pour un seul but. Hein. Comment gérer tout ce qu'ils ont volé? Toute la quantité d'argent qu'ils ont pris en notre nom pendant les 10 ans. Comment faire pour jouir de ça?
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on vient mettre la propriété privée sur immobilière dans la révision constitutionnelle? Ça n'existait pas le droit de propriété privée dans l'ancienne constitution? C'est la préoccupation majeure, ça. Donc, voler un vote. Les gars ont tiré sur la foule pour voler les élections. Ils ont tiré dans la tête des femmes dans les villages, à Banter. Tout ça, c'est pour pouvoir camoufler le pillage. Et je retourne. J'ai dit que tout à l'heure, je vous ai parlé euh, du roi, de l'empereur Cyrus. Je vous ai parlé de l'empire Mading. Je vous ai parlé d'Étienne de la Boétie. Euh, je vous parle de Thomas Hobbes au XVIe siècle. Toutes ces personnes ont réfléchi sur ce qu'ils sont allés faire à Porto-Novo. Je n'ai pas vu un seul parmi eux qui soit venu pour nous dire, nous expliquer sur le plan philosophique, sur le plan de la philosophie politique, quelle est la nécessité, qu'est-ce qu'ils recherchent, pourquoi est-ce que c'est en ce moment précis que vers la fin de son mandat, on décide de s'enfermer pour renverser complètement la table, recommencer à... Vous avez vu combien d'articles ils ont révisés dans la Constitution? À l'époque, Michel, comment il s'appelle? Michel, celui qui a, celui qui a disparu là. Michel. Sogino, Michel Sogino. Bon, vous voyez que dans tout ce qui se passe, il n'est qu'un grain de sable là-dedans. Vous me comprenez maintenant? C'est de la distraction quand vous vous occupez de ça, de Michel Todounou. C'est de la distraction. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça répond à une planification, quelque chose qui a été planifié depuis longtemps. Depuis longtemps. Notez bien que cette fois-ci, officiellement, dans le camp opposé au candidat qu'il prétendait défendre, s'il est aussi proche de ce candidat, qu'il est prêt à détruire tout un pays pour défendre ce candidat, qui est Éric Hundete, aujourd'hui, il vote dans un camp opposé à celui qu'il prétend défendre. Dites-moi quel est le charabia que vous comprenez. Vous comprenez ce charabia-là? Vous comprenez ça, monsieur Joshua? Tout ce pourquoi des souverains comme le roi Béanzin se sont battus pour que nous ayons le droit de décider pour nous-mêmes. C'est-à-dire que chez nous, que ce soit chez nous, dans nos sociétés traditionnelles, que ce soit dans d'autres sociétés traditionnelles à d'autres époques, les hommes se battent pour la liberté. Nous, au Bénin, nous nous battons pour être des esclaves volontaires. Dites-moi où vous avez vu ça. La dernière fois, souvenez-vous bien, de Patrice Talon qui se plaignait du fait que, bon, voilà, il y a des internautes qui font comment ils appellent ça, qu'ils faisaient des posts, Des vidéos, oui. des vidéos pour dire aux investisseurs de ne pas venir investir au Bénin. Entre, bon, je ne sais pas de qui il parlait d'abord, entre ceux-là qui peuvent rester dehors et raconter ça, qui n'a rien de cohérent, et lui, qui même avant d'être assis aujourd'hui pour prétendre être président du Bénin, a recruté des cabinets à travers le monde pour empêcher l'investissement, le financement de l'État béninois sous le président Yahi Boni. Lui qui a recruté des cabinets d'avocats, des cabinets de lobbying aux États-Unis ici. Je ne sais pas, je connais pour les États-Unis, mais le président Yahi Boni disait que bon, il en a recruté en Australie, je n'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce que les Australiens viendront faire au Bénin. Lui qui a fait ça, lui qui a organisé un coup d'État qui a manqué,
a fini par mettre son cousin en prison et puis d'autres complices militaires en prison pour son histoire de coup d'État. Lui qui a tenté d'empoisonner l'ancien président, lui qui a fait tout ça là, qui a travaillé le plus contre son propre pays. Vous connaissez quelqu'un qui a fait plus que lui? Lui, sous son règne, on peut retrouver quelques kilogrammes de cocaïne dans des conteneurs de façon mystérieuse, miraculeuse. Quelle est l'image qu'il renvoie à l'extérieur? Pourquoi des investisseurs viendront dans un pays pour venir subir cela? Vous savez combien d'Indo-Pakistanais se sont retrouvés du jour au lendemain euh, accusés de trafic de drogue et ont dû fuir le Bénin? Certains ont fait la prison, ils prennent la fuite, ils ne reviennent plus jamais. Plusieurs. Et c'est au lieu de se regarder dans le miroir et reconnaître le mal qu'il fait, il passe son temps à doiter les autres pour on ne s'occupe pas de lui. Il accuse d'autres personnes pour qu'on ne s'occupe pas de lui. Ce qu'ils viennent de faire, on sait qu'il peut aller s'asseoir dans un pays comme le Bénin, où toute l'économie est contrôlée par un homme qui se présente comme étant le président, à qui vous ne pouvez pas faire la concurrence sans vous retrouver en prison pour 10 ans, 20 ans, ou bien pour être accusé de quoi que ce soit, de trafic de drogue, de tout ceci et cela. Qui est plus dangereux entre lui et ceux qui sont soi-disant à l'extérieur, ou la personne qui est à l'extérieur qui dit aux gens de ne pas venir? Vous connaissez de l'hôtel de Yerimso au Bénin, qu'il a fait exploser, dynamité pour exploser ça. L'hôtel qui était presque à sa finition pour être inauguré, il a dynamité, explosé. Vous vous rappelez de cet épisode, M. Jossou? Oui, bien sûr. Oui. On avait dit que l'hôtel était à 80% de finition ou bien plus. Oui. Mais il y a certains Sénégalais, même s'il n'est pas béninois, c'est un Sénégalais africain. Si les Africains ne peuvent pas investir au Bénin et se sentir chez eux, et que c'est les Européens, les Occidentaux à qui on donne la gestion de nos entreprises, qui fait